Des villageois décédés, comme Gulchara et son fils Rimat, viennent le week-end dégager la neige pour que les maisons ne soient pas ensevelies par le temps. Là, une femme jeune est morte, dans cette maison. Et au bout d'1 an, sa fille est morte. Là, il y avait une maison où vivaient un homme et une femme paralysés. Il a fallu leur couper les jambes. Lui, il conduisait un tracteur, il était liquidateur après l'explosion. Il devait retourner la terre pour qu'on ne voit pas les radiations. L'État n'a jamais dit qu'il y avait eu une explosion. Ici, personne ne vit bien longtemps. On meurt tous jeunes ici. On meurt à 50, 60 ans, tout le monde. Plus personne ne vit ici. Il n'y a plus que nous, les malades, qui venons pour que le village ne disparaisse pas. Et lui, sa maman est morte jeune de cancer. Et lui aussi est malade. Un garçon jeune. Et personne ne reçoit d'aide. Retour à Kishtim pour rencontrer une scientifique, Lyubova, qui travaille dans le complexe nucléaire de Mayak. Elle est venue de la ville close pour témoigner chez son amie Galina. Mais comme tous les employés de Mayak, elle est soumise au secret. Galina et elle militent dans des associations de défense des victimes du nucléaire. À l'époque de l'explosion, en 1957, personne ne savait. C'était le tout premier accident au monde, si on ne parle pas de Hiroshima et Nagasaki. Mais les effets des radiations n'étaient pas du tout bien étudiés. En 1958 a été organisée une station d'observation ici. Et pour la première fois, ils ont étudié les effets des radiations sur le vivant. Comment vivre au milieu des radiations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels produits manger? Quels produits éviter? C'est tout ça qu'ils ont commencé à étudier. Irradiée à l'âge de 12 ans, Lyubova a perdu toute immunité et accumule les lourdes pathologies. Mais alors que les effets sont bien connus aujourd'hui, l'aide aux victimes vient d'être réduite. Pour payer ses médicaments, Lyubova entame sa 49e année à l'usine Mayak, qui pollue toujours. Dans le lac Karachai, il y a des émanations radioactives. Ils ont comblé le lac Karachai, mais si tu y vas en 5 minutes, tu es un cadavre. Il suffirait d'un tourbillon en dessous pour que ça remonte et qu'on soit tous morts. C'est sûr. Et maintenant, la loi 122 a réduit toutes nos compensations. Il faudrait se battre contre ce monstre que sont nos élus, notre pays. Si Medvedev s'asseyait ici, nous, on lui dirait tout en face. Vous nous avez massacrés, vous nous avez empoisonnés, vous, l'État. On n'a pas peur, voilà. La région du complexe Mayak, aujourd'hui. Là où travaillait en grand secret le papa de Nadiejda, bien loin des papiers bonbons. Depuis l'époque, le paysage alentour a peu à peu trahi la nature de l'usine. Ça, c'est le lac Ulagach. Il est contaminé au plutonium parce que c'est là que l'usine déverse ses eaux usées. Direction Muslimovo, un village en aval des usines de Mayak. 2 réacteurs encore en usage, du retraitement d'uranium. Les déchets empoisonnent la rivière Techa, qui traverse les lacs. La plupart des villages riverains, où vivaient des minorités tatars et bashkirs, ont peu à peu été évacués depuis la fin des années 50. Mais il y a encore des habitants dans cette région, considérée comme l'une des plus contaminées au monde, avec des taux de radioactivité 100 fois supérieurs à la normale et une épidémie de cancer le long de la rivière Techa. Cette maison-là, c'est aussi un de mes clients. J'ai porté son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis longtemps déjà, l'ONG de Nadiejda ne croit plus à la justice dans son pays, et pour cause.
Quand ils font du traitement à Oziersk, ils rejettent des déchets, je ne sais pas comment. Ici, par loi, il devrait y avoir des panneaux signalant le danger, parce que c'est une zone ouverte avec des émanations radioactives dues aux déchets. Et ce sont les déchets de Mayak aujourd'hui. Quand l'usine relâche, les gens sentent une drôle d'odeur. Ils tombent malades, ils ont mal à la tête, la tension qui monte. Et ils disent, ça y est, ils ont relâché. Et puis la rivière monte. De la route là-bas jusqu'à la rivière, il n'y a rien d'autre que ce panneau. Marcher oui, pêcher non. C'est ça leur panneau. Depuis quelques années, l'agence de l'énergie atomique Rosatom propose aux villageois de Muslimovo de s'installer dans ce nouveau village construit au beau milieu de nulle part. Nadejda défend aussi cette femme, Najia, victime des radiations, mais qui ne voulait pas de cette solution. On a grandi dans une zone contaminée. Ils ont fini par nous déplacer pratiquement sur le trottoir d'en face. Sa maison natale, comme 800 autres depuis 2005, a été démolie par Rosatom. La famille de Najia a elle aussi payé un lourd tribut à Mayak. Quand j'étais encore petite, ils appelaient cette rivière la rivière Atom. Mais personne ne nous a jamais informés de rien. Il n'y avait aucun panneau. Tout le monde voyait quand ils rejetaient des déchets que la rivière était sale. Mais moi, par exemple, je me baignais dans cette rivière. Pas une fois un milicien ne m'a dit quoi que ce soit. Ça n'inquiétait personne qu'on se baigne là. Un silence criminel. Adulte, Najia a mis au monde un enfant handicapé. Voilà tous ces documents. Voilà ce qui concerne les radiations. Et ça dit qu'il est invalide à cause des radiations. Il aurait besoin d'une école spéciale et on a perdu le procès. Et alors que cet enfant a besoin d'aide, il nous enfonce encore plus. Dans ce bout du monde isolé, son fils Camille, lourdement handicapé, ne peut recevoir aucun soin. Un enfant né dans une poubelle atomique, protégé par le secret défense. Notre plainte a été enregistrée en 2008 par la Cour européenne et nous avons demandé une décision prioritaire parce que c'est un enfant, parce que c'est une zone contaminée par la radioactivité et que l'enfant grandit là-dedans. Et la Cour européenne, pour l'instant, ne nous a pas entendus. Nadejda et son ONG Planète Espoir viennent pourtant de gagner pour la première fois la Cour européenne à Strasbourg contre la Russie en défense d'un citoyen d'une ville close.